Bonjour Caroline. Alors, voilà, je viens de te passer en panéliste et on va pouvoir t'entendre. Alors, oui, j'entends ton micro. Ok, et moi je vois la vidéo, donc on est pas mal. Parfait, impeccable. On t'entend bien, magnifique. T'as un beau fond. Ouais, ouais, hein, c'est pas mes bureaux. Magnifique. Alors, du coup, Caroline, normalement, tu dois pouvoir partager l'écran. Ouais, tout à fait. Hop, attends, je mets dessus. Partager l'écran. Hop. Ouais, Yes, magnifique. c'est bon pour vous. C'est magnifique. Je vais juste fermer mes mails. Ouais, on va être embêté. Alors, je vais récupérer, moi, ma petite fenêtre de discussion. Est-ce que, Caroline, ma petite fenêtre de discussion, tu la vois pas apparaître? À l'instant T, non, je te vois toi et moi, c'est tout. Ok, tant mieux, parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand moi j'ouvre la fenêtre, que ça vienne pas parasiter le diaporama. D'accord. Dac. Et, Ok. et comme ça, toi, en plus, ça te libère. T'inquiète pas, moi, je suis sur la fenêtre, hein, donc je recueille bien les commentaires des collègues ou les questions. Et puis, je te fais signe si, si besoin. Donc là, les collègues Ok. arrivent petit à petit. Ils sont déjà 17. Ils sont super ponctuels. Alors, bonjour Doriane, bonjour Geneviève, Céline et Geneviève de Montsartou. Ok, super. Tac. Alors, ça va pour toi, Caroline? Parfait, j'avais un petit doute sur le non-fonctionnement de tout ça. Oui, Mais ça est-ce roule. que... Non, ouais, moi je suis contente de participer à ce petit temps avec vous. Je Ouais, regardais la génial. liste des spectateurs. Tu regardais? Non, je regardais qui était présent, je reconnaissais quelques noms, Oui, t'en connais quelques-uns, ouais. Bonjour Christine de Menton, en l'occurrence. Christine Di Crescenzo. Ma pauvre, Alors, pour elle, ça va être bis repetita, hein. bonjour Cathy avec Clara. Ok, Fédia, Alexia. Merci d'être là. Bonjour Christelle, Christelle Mallet, coordo sur Saint-Laurent-du-Var. Virginie, bonjour Virginie. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Les collègues sont au rendez-vous. Alors, il est 10 heures. On peut démarrer, Caroline, si ça te va pour toi. Ouais, c'est bon. C'est bon pour Ah, toi? et bonjour à tous. Eh, Et Car, merci. car, Vas-y, oui. Stéphane. Je fais une petite présentation, Yes, Caroline, parfait. et après, Je, je te donne la main. Ça te va? je te Ouais. suis. Les collègues, alors, première petite vérif, est-ce qu'on est tout bon au niveau du son, de l'image diaporama, le son de Caroline, le mien et le diaporama de Caroline? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Bonjour Bastien, tout est OK? Tout le monde nous entend bien? OK. OK, au niveau technique, on a l'air d'être pas mal.
Alors, les collègues, donc, on démarre ce flash pratique. Alors, Cathy, je vois, Cathy qui lève la main. Alors, les collègues, je vous invite à ne pas lever la main, mais à chatter directement. Et moi, je suis attentive à vos commentaires. Bonjour Magali, Bastien de Montsartou. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, les collègues, on est là ce matin de nouveau pour un flash pratique donc, proposé par le PRH, le pôle ressources handicap, porté excusez-moi, par l'association Happy End. Happy End, je vous rappelle, hein, c'est une association basée à Cagnes-sur-Mer qui est existante depuis une vingtaine d'années. On a 3 pôles. Un pôle jeune, à savoir une éducatrice accompagne des jeunes en situation de handicap sur des temps individuels toutes les semaines et sur des temps collectifs pendant les vacances. Ainsi, on propose ce qu'on appelle un jour, un loisir. Donc, l'éducatrice fait, au regard des jeunes qui s'inscrivent et de leurs besoins, un planning sur une semaine avec des sorties, des ateliers sur des temps de loisirs. Et pour ma part, je viens compléter l'équipe sur ces temps de loisirs, donc ce qui me permet aussi de garder un pied dans les accompagnements avec les jeunes en situation de handicap. On a un pôle aidant. Le pôle aidant, c'est à l'attention des familles où on propose des ateliers, une écoute avec une psychologue et avec l'idée de proposer des temps de répit pour les parents, pour les familles. Et puis le pôle qui nous réunit ce matin, le PRH, le pôle ressources handicap, qui s'adresse aux professionnels donc de l'enfance en général, de la petite enfance, secteur enfance, secteur jeunesse, qui travaillent dans les structures ordinaires et qui accompagnent les enfants. Le PRH propose des temps de sensibilisation à l'accueil spécifique des enfants en situation de handicap, propose aussi donc des webinaires une fois par mois sur une thématique que j'essaye de déterminer en fonction des besoins que je repère sur le terrain, des suggestions des collègues aussi. Donc, je sais que l'UEMA, pour quelques collègues, hein, ils en avaient entendu parler, mais il y avait besoin de précision sur son fonctionnement, sur qui il travaille, comment ça fonctionne. Et puis, en plus de ces webinaires, il y a une docutech dans laquelle tous les webinaires sont déposés, donc vous avez la possibilité de les revisionner en replay. Et j'y glisse aussi des documents, des articles. L'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir accès à des informations H24 et à votre guise. Le PRH, c'est un soutien aux équipes également, avec la possibilité de nous solliciter sur une situation qui serait à observer et à réfléchir ensemble, ou des questions, ou bien encore des suggestions sur des propositions de réfléchir ensemble. L'idée, c'est bien qu'on est plus fort à plusieurs et donc on réunit toutes nos ressources au travers de ce PRH. Bonjour Nadine, bonjour Sandrine de Cannes. Aujourd'hui, on accueille Caroline Keller de l'UMA de Menton. Donc, elle nous a préparé un diaporama sur lequel j'ai déjà jeté un œil et effectivement, je suis ravie parce que c'est clair, précis et magnifique. Donc voilà, donc on a la chance d'accueillir Caroline qui va nous présenter l'UEMA et l'accueil qui y est fait. Et on s'était dit qu'on gardait notre fil rouge de ce deuxième semestre des flashs pratiques autour de la sensorialité. Donc voilà, donc Caroline a aussi prévu de nous évoquer l'approche sensorielle qui est faite par les professionnels au sein de l'EMA et auprès des enfants. Bonjour Dana, bonjour Émilie. Voilà, les collègues nous rejoignent petit à petit. Caroline, c'est quand tu veux que tu prends la parole, en sachant que je jette un œil sur le chat et tu me dis, soit on garde un temps pour les questions à la fin, soit tu souhaites être interrompue dans ton propos. Moi, ça ne me gêne pas d'être interrompue, donc si vous avez des questions au fur et à mesure, posez-les, voilà.
Surtout que, enfin voilà, j'ai fait un support qui amène certains éléments, mais ça répondra peut-être pas à toutes vos questions non plus, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc moi, je suis Caroline Keller, je suis chef de service donc pour l'association APREH, et je suis donc responsable du pilotage de l'UMA de René Cassin à Menton et d'un autre service dont on aura peut-être l'occasion de reparler un jour, qui est l'équipe mobile d'appui à la scolarisation, l'EMAS ou EMASCO, qui intervient au sein des écoles pour accompagner les adultes dans les démarches d'accompagnement d'enfants à besoins éducatifs particuliers ou besoins complexes. Et en cela, donc, ce sont des saisines qui se font par l'éducation nationale, mais on peut aussi se rencontrer dans ces éléments-là parce que les périscos sont souvent liés aussi à ces demandes-là. C'est-à-dire quand il y a du périsco, on vient pour eux aussi. Mais ce sera une autre histoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'UMA. Donc, moi, je vais vous présenter l'UMA de Cassin, donc avec la PRH, mais il y a aussi d'autres UMA dans le département. Il y en a 2 autres à Mougins et à Nice. Donc, le fonctionnement que je vous présente, il est à la fois personnel à celui de Menton, à l'UMA de Menton, mais il est aussi généraliste dans le sens où on a un cahier des charges très précis. Donc, il y a des choses qui sont duplicables dans ce que je vous dis. Donc, les UMA, elles ont tout un porteur de projet, c'est-à-dire toute une association médico-sociale qui va répondre à un appel à projet de l'ARS. Et en l'occurrence, pour l'appel à projet de créer une UMA dans le département en 2021, c'est la PREH qui a été retenue. La PREH, ça commence à être une grosse association dans le 06. Il y a 16 établissements et services, beaucoup dans le pôle adulte, des établissements de travail, des foyers de vie, des maisons d'accueil spécialisées, des centres de jour, des centres d'habitat, voilà, et un pôle enfance. Donc l'UMA de Menton, elle est rattachée au pôle enfance. Dans le pôle enfance, il y a plein de petits services aussi. Un IME, alors nous on dit CES, hein, c'est une section d'éducation spéciale, un CESAD qui intervient au sein des écoles et des familles, un CMPP, un centre médico-psychopédagogique, une EMAS dont je viens de vous parler, Project, qui est une plateforme pour les grands ados, jeunes adultes en décrochage, et l'UMA. Donc l'UMA, elle est rattachée administrativement au CESAD. Donc pour toutes les UMA, on a ce fonctionnement, c'est-à-dire une association médico-sociale qui porte le projet, qui est financée par l'ARS pour ça, et donc un rattachement des UMA à un service, donc soit un IME, soit un CESAD. Ce qui veut dire, c'est important ce que je vous dis là, parce que ça veut dire que les parents, ils vont devoir demander une notification médico-sociale et ils vont donc recevoir une notification où il y aura marqué UMA, mais il y aura aussi marqué CESAD ou IME, ce qui est très important d'expliquer aux familles parce que pour eux, c'est quand même une entrée, certes à l'école de leur enfant, mais c'est aussi une entrée dans le monde médico-social. Et donc, c'est important de clarifier cet élément-là. L'UMA, c'est un projet avec des partenaires qui sont pas multiples, mais qui, mais qui sont essentiels au déroulement du projet. C'est l'éducation nationale en premier lieu. Il y a des inspecteurs d'éducation nationale, hein, à la fois, on va dire celui de notre localité, donc nous c'est Menton, mais pour les collègues des autres villes, c'est leur inspecteur de secteur aussi, l'inspecteur de l'ASH, hein, qui est la circonscription qui gère toute la scolarisation des enfants en situation de handicap dans le 06, le professeur autisme, l'enseignante spécialisée qui est rattachée à l'UMA, l'équipe enseignante de l'école et l'enseignant référent handicap. Donc, il y a un gros staff éducation nationale qui gravite autour des UMA. Il y a évidemment les mairies, donc nous, en l'occurrence, les mairies de Menton, et on a la spécificité de se trouver dans une école qui a aussi un gros centre de loisirs. Donc, on est amené à partager des locaux. Le centre de loisirs des Grenouilles Bleues, qui est à l'étage de l'école. Et donc, on a des locaux communs. Donc, on travaille d'autant plus avec la mairie parce que il faut, au niveau de la cantine, évidemment, gérer. Ces enfants sont inscrits à l'école, donc c'est une inscription aussi qui va passer par la mairie. Et puis, il y a aussi cette grande proximité avec le centre de loisirs nous concernant. Ça amène donc un besoin de se coordonner régulièrement. Donc, en l'occurrence, nous, on se voit régulièrement avec la responsable du centre de loisirs. On essaye de se voir une fois toutes les semaines pour checker, coordonner ensemble les partages de locaux ou les éléments en commun. Voilà. Et dernier partenaire, pas des moindres, le financeur, puisque c'est quand même l'Agence régionale de santé. Donc, on a une enveloppe budgétaire qui nous permet de fonctionner. Et donc, l'ARS est tuteur de ce projet en ce sens-là. Donc des partenaires de projet qui sont finalement peu nombreux, mais qui représentent quand même
3 institutions différentes, plus le médico-social, ça fait 4. Donc ça veut dire qu'une UEMA, c'est du médico-social dans une école avec un travail très rapproché avec l'éducation nationale et la mairie de la ville concernée. Donc ça, c'est important parce qu'il y a un gros besoin de coordination dans ce type de projet. Donc le cadre d'intervention, si je vais trop vite, hein, ou soit on reviendra dessus, soit voilà. Le cadre d'intervention, il faut se dire qu'une UMA, c'est d'abord une modalité de scolarisation. Les enfants sont orientés vers un service médico-social, c'est ce que je vous expliquais au début. Donc ici, les parents, ils vont recevoir, les parents de Menton, ils vont recevoir une notification où il y aura marqué CESAD de la Corniche Fleurie, donc c'est notre IME, le CESAD de notre IME, plus UMA. Et ils vont donc être scolarisés à temps plein dans une unité d'enseignement. Donc UE, unité d'enseignement, MA, maternelle, autisme. Donc, on retient que c'est surtout une modalité de scolarisation, mais qui va passer par un canal médico-social. Donc, l'unité, elle est implantée en milieu scolaire. Ça, c'est une obligation aussi dans le cadre d'intervention. L'implantation des UMA se fait en concertation avec les mairies et l'éducation nationale. Donc, nous, on s'est implanté à Menton parce que l'est du département n'était pas du tout couvert. Il y avait déjà une ouverture qui avait été faite depuis très longtemps à Nice. Il y avait une ouverture qui avait été faite à Mougins. Et donc, nous, en 2021, on a proposé de s'implanter à l'est du département pour couvrir un petit peu l'ensemble du département à nous trois. Donc, il y a un cahier des charges qui est très précis, qui précise les missions des UMA, et il y a ce qu'on va appeler un programme scolaire adapté. Donc, c'est un programme, on y reviendra, un programme de maternelle, mais sur lequel on va adapter des attentes ou adapter des modalités d'évaluation des enfants. En tout cas, le cahier des charges, il est disponible pour tout un chacun sur sur Légifrance, par exemple. Il va cadrer assez précisément et les méthodologies qu'on doit employer, et les enfants qu'on doit accueillir, et les professionnels que nous devons embaucher, les missions de ces professionnels, les conventions qui doivent exister entre nous et l'éducation nationale. Donc, il y a, en cela, je vous disais que je vous présentais l'UMA de Menton, mais voilà, ce cahier des charges est quand même assez restrictif, donc il permet aussi de, de voir le fonctionnement d'ensemble des UMA en France, j'ai envie de dire, puisqu'on est tous rattachés à ce cahier des charges et évalués en fonction de celui-ci. Donc les ambitions et les objectifs de ce projet, ça va être de débuter une scolarisation par un accueil très adapté, pour tendre vers une scolarisation vers les classes ordinaires. Quand le législateur il imagine les UMA, il se dit on va prendre en charge très précocement des enfants, parce qu'on va les accueillir à 3 ans ou à 4 ans. On va mettre un gros staff technique et on va maintenir la scolarisation et on va leur permettre de retourner au CP à ces enfants. Donc, oui, mais non. Voilà, on est sur des projets individualisés. L'idée, c'est effectivement de booster ces petits loups. On va leur fournir un accompagnement très soutenu, éducatif, rééducatif, scolaire aussi. Il y a quand même une maîtresse pour cet enfant. Donc, on est sur un projet qui va les booster et on va tendre vers la scolarisation dans les classes ordinaires, mais ce n'est pas une obligation. On ouvre toutes les possibilités d'orientation pour ces enfants. Il y a des enfants qui rentreront au CP avec des AESH, il y a des enfants qui iront en ULIS avec une AESH, des enfants qui iront en ULIS sans AESH individualisé. Il y a des enfants pour qui on préconisera un CESAD et l'ULIS, des enfants pour qui on préconisera un temps partagé entre un IME et l'école en ULIS. Voilà. Il n'y a pas de parcours, on va dire le mot silo, nous, dans le médico-social, mais il n'y a pas de chemin en direct quand on sort de l'UMA. Tout est possible. Et on veille bien à ce que tout reste possible pour les parents et on travaille dès l'entrée et la sortie de ces enfants. Parce que les 3 ans passent très vite et il est important que les parents se mobilisent assez rapidement dès le milieu de la 2e année sur le projet d'orientation. Donc, on en parle dès qu'on rentre. Donc, on va proposer ce petit boost de prise en charge en espérant que ça va permettre aux enfants de revenir le plus facilement possible vers une scolarisation classique. Ce projet aussi, il a pour but de faciliter la prise en charge pluridisciplinaire dans le cadre du partenariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un enfant, mais vous le voyez bien, hein, qui est scolarisé en petite section dans une école, s'il a l'orthophonie, s'il a la psychomotricienne, eh ben, il va sortir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois de l'école. On sait, hein, les études, elles nous montrent aussi que plus les enfants ils quittent l'école, plus c'est compliqué. Il y a des ruptures, le temps d'apprentissage. Hein, tu vas faire 30 minutes chez l'orthophoniste, mais tu perds 1 heure et demie parce que soit on veut pas te
soit papa, maman peuvent pas te ramener à l'école tout de suite, soit, bah, il y a du trajet, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est aussi de permettre que les interventions se fassent à l'école, dans l'école, pour pas perdre ce temps-là et que ces interventions, elles soient pas juxtaposées, mais complémentaires. Il y a un projet autour de l'enfant, qui du coup co-définit entre tous les champs professionnels et qui permet aussi de porter les enfants un petit peu plus loin, avec une meilleure coordination autour de leur prise en charge. Donc il y a vraiment cette idée de faire corps autour des enfants et faire corps, c'est pas simplement une équipe. Pour moi, la famille fait partie de l'équipe et donc voilà, c'est faire corps avec la famille, les paramédicaux, les interventions scolaires pour, permettre la progression de l'enfant. Et donc, l'idée aussi, l'objectif, c'est de mobiliser les capacités d'apprentissage et d'inclusion des enfants par des approches éducatives, thérapeutiques et d'enseignement adaptées. On va, adapter, tout ce qu'on met en œuvre pour eux. On va individualiser, mais on va aussi appliquer ce qu'on appelle les recommandations de bonne pratique, la HAS, la Haute Autorité de Santé. Il y a des recommandations sur l'accueil, des jeunes enfants TSA qui sont faites et donc on va être sur des approches éducatives, avec de l'éducation qui est structurée. Pareil sur les accompagnements thérapeutiques, on est sur des prises en charge avec une neuropsychologue, sur un versant qui n'est pas, le versant de la psychanalyse ou des choses qui ne sont plus recommandées, aujourd'hui. Et l'enseignement, eh bien, c'est, un poste, sur l'UMA qui est un poste normalement dédié à un enseignant spécialisé. Donc voilà, on essaye d'amener, les enfants à mobiliser, toutes leurs capacités pour, aller vers un retour vers une vie la plus ordinaire possible et la plus inclusive possible. Donc l'équipe de l'UMA, donc il y a du personnel d'encadrement, une chef de service à mi-temps, moi en l'occurrence. Au-dessus de moi, il y a un directeur, une directrice adjointe qui vont être directeurs de pôle, directeurs adjoints de pôle. Donc c'est important aussi de le dire parce que l'UMA, c'est pas seul au monde, c'est rattaché à cet établissement médico-social, ce qui permet de mutualiser certaines ressources. Par exemple, je vous ai mis en bas, qu'on peut mobiliser, certains personnels support qui font pas partie de mon équipe, à temps plein, mais je peux appeler, au besoin un médecin psychiatre, l'assistante sociale ou la coordinateur de parcours, ce qui permet aussi d'amener de la richesse dans les accompagnements ou de sortir d'une ornière quand il y en a une, de réfléchir à plusieurs, voilà. Mais au quotidien, l'équipe qui s'occupe des enfants, c'est, 3 postes éducatifs. Donc, actuellement, on a une éducatrice spécialisée, une éducatrice de jeunes enfants et une éducatrice qu'on va qualifier d'éducatrice scolaire. Donc pour nous, c'est un poste de moniteur éducateur, mais en l'occurrence, c'est quelqu'un, qui est formé à l'enseignement, qui est sur ce poste-là. Donc 3 postes d'éducateurs à temps plein et un mi-temps de psychomotricien. On recrute si jamais vous connaissez un psychomotricien. Donc voilà, 0,5, donc 2 jours et demi par semaine, un psychomote chez nous et un neuropsychologue à mi-temps. C'est pareil aussi, 2 jours et demi par semaine, la neuropsy. Donc ça représente un équivalent temps plein. Et cette année, depuis cette rentrée, on a réussi à travailler avec une orthophoniste qui peut suivre, 6 enfants de l'UMA, ce qui permet d'apporter, déjà, beaucoup de confort, aux familles qui arrêtent de courir, partout et de limiter leur intervention professionnelle aussi parce qu'il faut amener les enfants chez l'orthophoniste. Donc elle vient suivre les enfants, au sein de l'UMA. Donc cette équipe éducative tout le temps là, du matin jusqu'au soir. Cette équipe paramédicale qui est là en fonction des jours et une enseignante spécialisée. On a un poste à temps plein qui nous est dédié. Alors cette année, notre enseignante, elle n'est pas spécialisée parce que c'est le jeu de l'éducation nationale. Voilà, notre enseignante est partie sur une autre classe spécialisée, en fin d'année dernière et donc on ne recrute pas, ce n'est pas nous qui recrutons les postes d'enseignants, c'est l'éducation nationale qui les met à disposition. Donc mais il n'empêche que les méthodologies sont connues sur l'accompagnement et ça permet à quelqu'un qui, même non spécialisé, heu de pouvoir mettre en œuvre, les accompagnements comme ils doivent se faire et je vous avais parlé dans les premières slides de l'éducation nationale. Il y a un professeur ressources autisme qui est là, il y a une circonscription ASH qui sont des supports pour les enseignants. Il y a donc des visites régulières de ces personnels, auprès de l'enseignante de l'UMA, ce qui permet éventuellement de, recaler le type d'accompagnement qu'on peut fournir. Donc au quotidien, on va dire qu'il y a toujours 4 personnes dans la classe pour 7 enfants. Souvent 5 parce que 2 jours par semaine, enfin quand on a un psychomotricien,
Il y a aussi le psychomotricien ou la neuropsychologue ou l'orthophoniste. Donc on va tourner à 4 temps plein tous les jours et souvent une 5e personne. Donc ça peut paraître ultra confortable, ça l'est, et en même temps, si on veut répondre aux besoins du projet, aux besoins des enfants, c'est juste bien. Parce que quand un enfant va en inclusion, il y a un adulte qui va se détacher pour aller avec lui, parce que quand un enfant a un comportement problème, et certains en ont plus que d'autres, on va détacher un adulte pour gérer avec lui, parce que l'idée du projet, c'est de pouvoir aussi travailler en intensif et donc des fois de faire du 1 pour 1. Donc ça permet aussi d'avancer avec les enfants, avec ces moyens humains-là, d'avancer plus vite aussi. Donc c'est une équipe qui est, voilà, pour lequel l'accompagnement, c'est confortable comme ça. Et c'est une grande chance pour les enfants d'avoir ce type d'accompagnement. Pour les adultes, c'est une grande chance aussi. C'est aussi un gros besoin de coordination, parce que plus on est nombreux autour d'enfants, plus il faut gérer la coordination autour de, certes, du projet de l'enfant, mais aussi quel objectif, qu'est-ce qu'on travaille avec un enfant, à quel moment, pourquoi, comment on gère un comportement problème, qu'on soit bien OK sur la manière de le gérer, qu'on le gère autant que possible tous de la même manière. Donc c'est à la fois un confort et à la fois un défi, une équipe comme ça pour s'occuper de 7 enfants, parce que ça demande beaucoup de coordination. Et tout le monde n'est pas tout le temps dans la classe, parce qu'on a d'autres espaces dans l'école aussi, mais il y a quand même du temps, la plupart du temps quand même, un investissement de la classe avec 4 adultes et 7 enfants dedans. Et donc ça veut dire aussi une gestion du bruit, du déplacement dans la salle qui est importante et qui n'est pas anodine. On parlera de la sensorialité, qui n'est pas anodine pour ces enfants, parce que quand on travaille, bon, on parlera aussi des outils, mais par exemple avec des time timers qui vont sonner toutes les 30 minutes. Est-ce que c'est mon time timer qui a sonné? Est-ce que c'est celui de mon collègue? Donc voilà. Donc tout ça, c'est des petits détails, mais c'est un peu, c'est important aussi d'en discuter, parce que même vous, dans vos équipes, dans l'accompagnement des enfants, la coordination au sein de l'équipe, c'est vraiment un secret de l'accompagnement. Ces enfants, ils ont besoin de retrouver des réponses communes et des adaptations communes aussi. Et donc c'est important de tenir compte de ça, chacun à notre niveau d'organisation, que ce soit en centre de loisirs, que ce soit à l'école, que ce soit en UMA. Comment on fait pour se coordonner autour de ces enfants qui ont des besoins particuliers pour éviter les loupés, quoi. Donc voilà. Donc en pratique, on rentre à l'UMA avec une notification de la MDA, de la MDH, de la MDPH, pardon. On entre à temps plein uniquement. Donc on a 7 places à temps plein. On n'accueille pas un enfant 2 jours semaine et un autre 2 jours semaine. Ça, les textes sont clairs. On fait des adaptations, par exemple en termes d'horaire. J'ai un enfant qui arrive un petit peu plus tard, qui repart un petit peu plus tôt, parce que ça correspond, un, aux attentes de sa famille par rapport à l'organisation du transport, deux, à son seuil aussi, parce que même avec un accompagnement UMA, par exemple, on a un enfant pour qui le seuil, où voilà, 15h, c'est 15h30, c'est le max. Après, ça déborde systématiquement. Donc, c'est important. On rentre pour 3 ans maximum. Donc, si on entre à 3 ans, il n'y a pas de maintien en UMA en théorie. Donc, on ne peut pas rester une 4e année à l'UMA. Il y a de très rares exceptions qui peuvent exister pour des enfants qui seraient pas loin de faire une entrée en CP ordinaire, pour qui on serait encore un petit peu juste. Mais sinon, le principe, c'est vraiment on entre à 3 ans, on reste 3 ans sur un accompagnement intensif et on repart sur un dispositif scolaire le plus ordinaire possible. On est ouvert sur tous les temps scolaires. On a un calendrier identique à l'éducation nationale, donc les enfants viennent à l'école comme leurs camarades de l'école, et donc les mêmes vacances, les mêmes temps de scolarisation. Par contre, nous, équipe médico-sociale, on fonctionne la moitié des vacances scolaires. Donc ça veut dire que, par exemple, pendant les vacances de la Toussaint, on va être ouvert la première semaine des vacances. On va proposer des activités qu'on ne fait pas pendant l'année, des sorties. On va proposer des visites à domicile aux parents qui le souhaitent. On va proposer d'aller intervenir sur le centre de loisirs s'il y a nécessité. Voilà, on pourra en reparler plus loin, mais il y a des modalités d'accompagnement qui peuvent être un petit peu diverses pendant les vacances. Et qui se font, dans notre cas, à Menton, hors les murs. C'est-à-dire qu'on a le centre de loisirs des Grenouilles Bleues qui occupe l'étage où se trouve l'UMA, dans l'école.
Étant dans les locaux, nous concernant, on fonctionne sans locaux pendant les vacances. Donc on ne ramène pas les enfants dans les locaux, on ne ramène pas les enfants dans l'école. On va vers l'extérieur, on va dans leur lieu de vie, on va dans la vie tout court, quoi. On va au parc, on va, faire les sorties que font les enfants pendant les vacances. Et il y a donc 3 UMA dans le 06, donc Nice qui est porté par la plateforme 3A, Mougins qui est porté par AFJ Autisme et donc Menton par la PREH. Donc 3 UMA dans le 06, ça veut dire 3 fois 7 places. Donc ça veut dire pas beaucoup de place. Donc on est des dispositifs innovants, c'est très chouette. Et en même temps, la majorité des enfants TSA qui ont 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, ils sont dans les classes. Donc c'est important de connaître les UMA, c'est important de pouvoir y orienter les enfants quand il y a des besoins spécifiques. Et en même temps, il faut aussi qu'on pense la place de ces enfants à l'école classique, puisque pour la très grande majorité, ils sont à l'école classique et on ne pourra pas accueillir tous les enfants sur les UMA. Donc en ça, on essaye d'essaimer aussi. Là, aujourd'hui, je vous parle, mais on essaye aussi de travailler, par exemple, de notre côté à Menton, avec la mairie de Menton, avec les acteurs de la mairie, de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, aussi pour faire monter en compétences l'environnement, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse accueillir ces enfants-là de mieux en mieux avec les années. Et donc, les enfants de l'UMA font bouger les lignes aussi parce que les parents, et ils ont bien raison, vont demander des places en accueil de loisirs, ils vont demander du périscolaire. Et donc, du coup, il faut repenser les accompagnements. Comment est-ce qu'on les accompagne? Quel taux d'encadrement? Quelle méthodologie? Et donc, voilà. Donc, je fais l'entrée en vous disant que 3 fois cette place dans le département parce que il faut vraiment penser ces enfants aussi en dehors de l'UMA. L'UMA, ça reste une modalité de scolarisation médico-sociale. Donc les enfants, j'en ai parlé, mais je reviens dessus. Ils ont entre 3 et 6 ans quand ils sont à l'UMA, mais le principe, c'est celui d'une scolarisation plus tôt. Donc là, les textes nous disent on doit prendre les enfants à 3 ans et de manière exceptionnelle à 4 ans. Donc ça veut dire que ces enfants doivent avoir un diagnostic de TSA, du spectre de l'autisme. Pour cela, il y a un appui qui peut être fait par le CRA, Centre ressources autisme, la PCO, la plateforme de coordination d'orientation, ou les CAMS, qui font aussi du dépistage précoce. C'est important de dire qu'on rentre à 3 ou à 4 ans parce que, et c'est important de se rappeler, donc c'est une notification médico-sociale parce que ça veut dire qu'il faut que les enfants et les familles soient rentrés dans un processus de diagnostic avant l'entrée à l'école. Parce que on rentre pas sur des suspicions, oui, on rentre sur un diagnostic. Ça veut dire aussi qu'il faut que les parents, ils aient déjà un petit peu cheminé sur le fait de se dire de quoi mon enfant va avoir besoin. Est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais remplir un dossier MDPH pour mon enfant qui a 2 ans et demi, qui a 3 ans? Est-ce que je lui reconnais une identité liée au handicap ou pas? Est-ce que le TSA, j'ai compris ce que c'était? Est-ce que j'ai envie de tenter une scolarisation ordinaire ou est-ce que je suis OK pour tenter tout de suite un dispositif médico-social? C'est vraiment pas rien pour une famille, hein. Donc, nous, on est très vigilants à ça. Moi, j'accueille, pour ceux qui sont sur le bassin, du coup, à l'est, moi, j'accueille volontiers des familles qui se posent des questions, pour lesquelles ils sont pas encore très sûrs. Voilà, parce que il y a un accompagnement à faire avec ces familles-là. On est sur des jeunes parents, on est sur des parents qui viennent généralement juste d'apprendre le diagnostic ou qui sont en train d'en prendre conscience ou en train de l'apprendre. Donc, c'est des moments qui sont compliqués pour eux et donc se reprojeter tout de suite vers du médico-social en disant est-ce que mon enfant va rentrer dans une unité spécialisée? On a beau être dans l'école, des fois on n'est pas dans l'école de leur secteur, donc ça veut bien dire que l'enfant va devoir se déplacer sur une autre école, qu'on va devoir expliquer autour de soi pourquoi ton enfant de 3 ans ou 4 ans, tu vas pas le mettre à l'école du quartier, mais tu vas le mettre dans une autre école. Il va falloir justifier ça. Pourquoi les frères et sœurs ils vont dans une école et lui va dans une autre école. Ça a beau être une école, ça reste aussi ça reste un chamboulement pour les familles. Donc c'est important de tenir compte de ça. Donc nous, on accueille les enfants à 3 ans, ça veut dire que ce chemin-là doit avoir été fait avant, donc soit par les structures de petite enfance, soit les enfants qui n'ont pas été gardés, par exemple par une PCO qui aurait orienté vers nous
en disant ce serait bien qu'il y ait une UMA, par exemple. On peut aussi accueillir les enfants à 4 ans de manière exceptionnelle, les enfants de 3 ans étant prioritaires. À 4 ans, ça veut dire qu'ils ont généralement fait ils ont fait leur rentrée en petite section et qu'au courant de la petite section, soit le diagnostic tombe, soit les parents savaient déjà avant, mais ils ont besoin de ce temps-là aussi, cette expérimentation-là, de l'entrée en petite section, pour se dire, OK, il faudrait quelque chose de plus spécialisé. Donc là aussi, on est en lien avec les enseignants référents, on peut être en lien avec les écoles. Voilà, moi, les directrices de maternelle à Menton, elles peuvent me contacter, par exemple, quand elles se posent des questions pour un enfant, savoir est-ce qu'il rentre bien dans le cadre de l'UMA sur une orientation. Voilà, on en parle avec les partenaires pour éventuellement proposer à la famille une entrée en moyenne section au sein de l'UMA. Puisque nous, quel que soit le niveau, on va dire, de l'enfant, c'est pas très beau ce mot-là, mais ils rentrent quand même en petite section, moyenne section ou grande section. C'est leur classe de référence. Donc on va accueillir des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Alors, sévère, c'est compliqué de le marquer parce que c'est assez c'est pas très beau écrit comme ça. La communication, c'est important. N'ayant pas développé une communication fonctionnelle, c'est qu'aujourd'hui, la communication, c'est quand même ce qui fait le plus défaut. C'est un enfant qui ne parle pas, qui n'a pas de moyens de compensation en termes de communication, il y a quand même de grandes chances qu'il montre des comportements problèmes parce qu'il a besoin d'exprimer quelque chose. Et il comprend moins bien son monde, le monde qui l'entoure, il comprend moins bien les demandes des adultes, il y réagit moins bien, et donc il risque de présenter des comportements problèmes plus fréquents. Donc accompagner notamment des enfants qui n'ont pas développé une communication fonctionnelle, ça reste un point d'entrée important pour les enfants qu'on oriente vers l'UMA. Quand je dis communication fonctionnelle, ça ne veut pas dire que des enfants qui ne parlent pas. Nous avons des enfants qui parlent, mais qui peuvent être très écolaliques. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, ça veut dire que des enfants qui vont beaucoup répéter. Ils peuvent répéter des fois des choses dans un bon contexte, mais ça veut dire que la communication n'est pas toujours fonctionnelle, ou alors que ils peuvent parler, mais qu'ils ne peuvent pas toujours mettre les bons mots sur ce qu'ils ont envie de nous dire ou de demander. Et donc ça peut amener des comportements de problème là aussi. Donc, trouble de l'autisme, du spectre autisme sévère, ça veut surtout dire que même si tu as un TSA et qu'on t'a attribué une AESH, ta scolarité, elle reste compliquée. Si tu rentres à l'école d'aujourd'hui, parce que l'école d'aujourd'hui n'est pas toujours bien faite pour les enfants TSA, ta scolarité peut rester compliquée et que tu as une communication, pour l'instant, que tu n'arrives pas à exploiter correctement. Donc, il n'y a pas de bilan intellectuel avant de rentrer à l'UMA. Il y a des enfants qui n'ont pas de déficit intellectuel à l'UMA, des enfants qui ont un déficit intellectuel. Après, évaluer un enfant de cet âge-là, il y a des batteries qui existent, mais c'est pas. Mais tous les enfants évoluent, et donc, où qu'ils soient, on les prend comme ils sont à leur arrivée, on essaye d'avancer avec eux. Et donc, ça ne reste qu'un diagnostic, c'est une photo à un moment donné. Donc, l'autisme sévère, c'est une photo à un moment donné. Ça ne veut pas dire que les enfants, en développant une communication, en ayant un accompagnement spécialisé, ils vont rester c'est ce qu'on dit aux familles, hein. C'est un fonctionnement, TSA, c'est une neuroatypie. Donc, ils vont rester TSA. Maintenant, sur le spectre, ils peuvent aussi évoluer. Et donc, avoir une vie où il y a de moins d'impact pour eux. Donc, on va dire qu'on accueille des enfants dont l'autisme a un fort impact sur leur vie. Je vais plutôt le dire comme ça. Voilà. Où il y a un problème de communication et où l'autisme a un fort impact sur leur vie. Dans les enfants qu'on accueille qui ont déjà été scolarisés, par exemple en petite section, ce sont des enfants qui étaient scolarisés 2 fois 2 heures, 2 fois 3 heures, ou quand ils sont allés à l'école à temps plein, ça s'est pas forcément bien passé. Les parents n'ont pas souhaité que l'accompagnement continue comme ça. Donc voilà, c'est difficile de décrire l'enfant qui arrive en UMA, mais il a généralement 3 ans ou 4 ans, il a un diagnostic de TSA et il a un autisme à un instant T suffisamment sévère pour que ça rende sa scolarisation compliquée. Et donc, il y a un risque de déscolarisation important pour eux. Les enfants de l'UMA, ils sont présents à l'école sur la même durée que les autres élèves. Ils sont 7 maximum. Et je n'ai pas dit, mais ils vont être inscrits dans leur classe de référence. C'est-à-dire que tous les enfants de l'UMA sont inscrits, pas à l'UMA. Il n'y a pas, à l'école René Cassin, il y a 5 classes maternelles. Il n'y a pas 6 classes, il n'y a pas 5 classes plus l'UMA. L'UMA n'est pas une classe en soi.
Donc les enfants sont inscrits dans leur classe de référence, dans les 5 classes de l'école, et ils sont accueillis en plus à l'UMA. Donc leur place est tout autant à l'UMA que dans leur classe de référence. Ça, c'est important aussi de le dire aux familles, aux équipes aussi, parce que ça pose le statut aussi des enfants accueillis dans cette école. Voilà, vous me poserez les questions Caroline? Caroline, oui. Oui, il y avait une question de Maggie, mais je crois que tu y as répondu, hein. Elle demandait quels étaient les critères retenus pour l'orientation en UMA. Donc, il me semble qu'on est clair là sur ta Mm. réponse. Elle demandait aussi si vous n'accueillez que des enfants de Menton, quel était le bassin d'intervention. Voilà. Et moi, je te rajouterai une petite question aussi sur le nombre d'enfants. Est-ce que vous pouvez répondre à partir du moment où on a le diagnostic de posé, où les parents sont prêts, est-ce que vous pouvez accueillir tous les enfants pour lesquels il y a une demande ou pas? Bassin Alors, d'intervention et voilà. bassin d'intervention, la plupart des enfants sont mentonnais ou de Roquebrune. Il y a un enfant qui vient de Beaulieu. On n'a pas aucune des UMA n'a de restriction officielle sur son bassin, mais on est aussi en charge des transports. Donc, finalement, c'est plus la question du transport qui va être un frein que la question du lieu d'habitation. Donc, un enfant qui habiterait à Villefranche-sur-Mer, par exemple, se poserait la question de est-ce qu'il vient chez moi ou est-ce qu'il vient à Nice. Et ce serait une difficulté pour nos deux structures. Parce que en termes de temps de trajet, à 3 ans, aller dans le taxi, plus de 45 minutes, est-ce que le bénéfice de rentrer sur une UMA plutôt qu'être sur une unité de secteur, enfin sur une classe de secteur avec un accompagnement Mm, libéral, ça se pose, hein, la question, hein. oui. Donc, oui, vas-y Stéphanie. Euh, Maggie qui pose la question, Maggie David, elle est sur le secteur de Carrosse. Et donc, et Hmm. là, effectivement, quand voilà, Menton, Nice, Mougins, ouais, pour Hmm. Carrosse, là, en termes de transport, effectivement, ça se. Bah, Nice-Ouest, hein, Mm, mm, voilà. Mais ça reste, les admissions se font sur des équipes pluridisciplinaires, donc en MDA, NDPH, où il y a l'organisme gestionnaire, donc nous, enfin, pour chacune des associations, hein, on participe pas les uns à celle des autres. Mais donc moi, je vais être présent pour les enfants de Menton et les collègues de Nice vont être présents pour Nice, ainsi de suite. Il y a les enseignants référents handicap, il y a l'éducation nationale qui est représentée, il y a la MDA. Et donc, ça se discute en fait. Mais mhm, effectivement, s'il y a 10 dossiers présentés et qu'il y a 2 places, eh oui, ben, il y a des chances que, effectivement, que la proximité, si l'âge et le diagnostic sont les mêmes, il y a des chances que la proximité, mm, ça se pose aussi. oui. Et du Donc, coup, oui. Du coup, tu vas-y. disais, il y a deux places, 10 dossiers. Euh, et je crois que tu me disais que c'était pas le cas sur Menton, que vous Alors avez moi, qui à sur Menton, répondre. ben, on est encore un peu en démarche ben, d'installation et assez étonnamment, nous, pour l'instant, on n'est pas assailli de demandes. On a pu prendre les enfants qui nous ont demandé Mm, et sans créer de liste d'attente. Mais ça va dépendre des années. Alors, ce que j'expliquais à Stéphanie quand on a préparé cet entretien, c'est que là, il y a une petite différence sur les 3 UMA, c'est que certaines fonctionnent en cohorte. Elles n'ont pas eu le choix, hein, sur leur ouverture, ça pose des difficultés aussi. C'est-à-dire qu'elles ont rentré 7 enfants de 3 ans à leur ouverture. Et donc, elles ont toujours, sauf exception, 7 sorties et 7 entrées. Euh, et donc, elles renouvellent leur cohorte comme ça, 7 par 7. Ce qui amène des difficultés parce que ben, quand tu dois scolariser 7 enfants en petite section dans une petite école, ça risque de retomber sur la même classe, ce qui rend très très compliqué l'inclusion. Donc, nous, les choses sont faites à l'admission, à l'ouverture, on avait que 4 en sollicitation, donc on a pris ces 4 enfants-là. Ils étaient déjà mixés 3 et 4 ans. Et au fur et à mesure des mois, quand on a monté en charge et qu'on a récupéré des enfants, bah c'est pareil, ça a mixé notre cohorte. Donc il se trouve que nous, on a des cohortes mixées avec des enfants qui sortent. L'année dernière, j'ai eu 2 sorties. Cette année, j'aurai 4 sorties. L'année d'après, j'aurai 2 sorties, qui fait qu'on rentre autant d'enfants que d'enfants qui sortent. Donc moi, par exemple, j'aurai 4 places pour la rentrée 2024 et j'en aurai 2 pour la rentrée 2025.
Et donc, pour les collègues qui fonctionnent en cohorte à coup de 7, eh ben, il peut se passer 2 ans sans qu'il y ait de place aussi. Du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des générations d'enfants qui ne Eh peuvent pas oui. bénéficier de l'UEMA. Donc là, les fonctionnements sont différents, mais c'est pas tant que ça dépend des structures que c'est un peu l'histoire, hein, comment ça s'est fait à l'ouverture. Et voilà. Nous, on apprécie de travailler comme ça parce que ça simplifie les inclusions. Ça permet aux grands de tirer les plus petits aussi, parce qu'on a 4 grands, du coup, et qui connaissent maintenant bien le fonctionnement de l'UEMA et qui ont l'habitude du rituel de fonctionnement. Et ça permet aussi de ne pas tout reprendre à zéro à chaque rentrée, quoi. Donc voilà, mais là, ça va être une spécificité, donc il faut se rapprocher de son UMA de secteur ou demander à l'enseignant référent d'expliquer si c'est des cohortes de 7, donc ça rentre, on va dire, ça rentre tous les 3 ans par 7, ou si c'est comme nous, si c'est des cohortes mixées. Est-ce qu'il y a d'autres UMA en cours d'ouverture à ta connaissance sur le département? Non. Non. Les Ok. UMA, c'est financé par les plans autisme. Oui. Donc le dernier plan autisme a déjà pris fin, le nouveau n'est pas encore connu. Donc, quand le nouveau plan autisme sera présenté par le gouvernement, ça ira certainement avec des lignes budgétaires. Et avec ces lignes budgétaires, les ARS vont ouvrir des unités de scolarisation, mais qui ne seront pas forcément des UMA, qui pourraient être des UEA, unités élémentaires autisme, qui sont des unités d'enseignement qui, elles, sont en élémentaire, ou des DAR, des dispositifs d'autorégulation, on n'en a pas dans le 06, donc on peut aussi projeter le fait qu'on aura ce type de structure, qui là sont en élémentaire ou en collège, pour un public aussi TSA, mais qui ont à vocation à accompagner tout un établissement scolaire sur la question de l'autorégulation. Donc, D'accord. il n'y aura pas de nouveau projet tant qu'il n'y a pas le nouveau plan autisme et donc le gouvernement n'a pas mis les lignes budgétaires en face, en fait. Donc, l'ouverture de Menton, ça a été la dernière production par l'ARS du plan autisme précédent. Ok. Donc, Sur le plan national, Caroline, tu as une photographie là, il y en a trois sur ce département-là. mm, Est-ce qu'on sait s'il y a des non, non, départements? non, je saurais pas, Non, d'accord. je saurais pas dire. Euh, et puis, ben, la taille des départements change aussi, donc Oui, tu peux aussi avoir des départements qui sont mieux pourvus, mais aussi parce qu'il y a une densité de population qui fait que oui, euh, oui. il y a une meilleure couverture aussi, mais ce serait rapporté à la population. Donc, je pense que si on arrive à 3 sur notre population, plus ou moins, hein, les ARS, elles, euh, elles essayent au niveau régional, hein, quand elles se retrouvent, Mhm. elles essayent de caler à peu près les mêmes fonctionnements, quoi. Ok. Ok, j'ai Christelle Mallet, cordeau sur Saint-Laurent-du-Var, petite enfance et enfance, hein. Christelle, elle dit, les enfants accueillis en crèche peuvent être orientés par le personnel des EAJE à partir du moment où ils ont connaissance de ce dispositif. Et pour les familles dont les enfants ne fréquentent pas la collectivité avant leur entrée en maternelle, comment sont-elles informées de ce dispositif? Eh ben, elles sont informées en passant par le chemin du diagnostic. Donc, ça dépend Mm. qui elles vont consulter par rapport au diagnostic. Est-ce que cet enfant il est suivi au CAMS? Est-ce que cet enfant il est suivi à Nice, à Lamballe? Il y a avant l'hôpital de jour jeunes enfants, il y a une structure qui va faire de l'évaluation et de l'accompagnement parental. Alors là, le nom ne me revient pas très exactement, mais une structure qui fonctionne en 2 fois 3 mois et donc qui va accompagner et faire des recommandations sur la scolarisation des enfants. Il peut y avoir la PCO maintenant, hein, Mm. qui est souvent mobilisée pour faire les évaluations. Et donc la PCO, elle peut très bien aussi être amenée à dire aux familles, bah, écoutez, faudrait peut-être réfléchir à une modalité de scolarisation adaptée, penser à une ESH ou penser à une UMA. Voilà. Donc pour les enfants, c'est vrai que c'est moins simple, hein, pour les enfants Mm. qui ne fréquentent pas un établissement jeune enfant. Et c'est du coup moins simple pour les familles pour accéder à l'information. Mais là, c'est vraiment le job des équipes qui vont faire les diagnostics. C'est eux qui doivent être pourvoyeurs de ce type d'informations. Donc les CMP, les CAMS, la PCO, hôpital de jour de jeunes enfants, tous ces professionnels-là. Ok, ok, c'est très clair. C'est bon pour vous? Alors je continue. Oui, Donc c'est tout bon. l'UMA, donc médico-social plus éducation nationale. Donc les objectifs, on va dire un peu médico-sociaux, ils sont vraiment, alors
quand on rentre dans l'UMA, ça peut être difficile de savoir qui fait quoi, parce qu'on est, pour certains enfants qui sont sur des niveaux, on va dire, préscolaires, c'est pas très joli, mais Mhm. on est sur des enfants qui n'ont pas encore acquis les attentes de petites sections et qui, parfois, à 6 ans, ne les auront pas. Hein. Donc, et pour certains, à 6 ans, ils seront quasiment dans leur classe d'âge aussi. Hein. Donc, c'est là où l'accompagnement doit vraiment s'individualiser. Donc, on va faire un travail d'évaluation très régulier, en fait, des compétences et des capacités propres à l'enfant pour pouvoir ajuster. Donc, il y a ce gros travail d'évaluation qui peut passer par la neuropsy, par la psychomote, par l'enseignante, mais aussi par les éducateurs aussi. Nous, les éducateurs doivent coter pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont fixés pour les enfants, on va dire à la période, et on va ajuster ces objectifs en fonction de l'évolution des enfants. On va essayer de concourir à développer les capacités d'apprentissage. Donc, des fois, on va intervenir un petit peu en amont, avant de pouvoir travailler sur certaines notions plus scolaires. On va travailler sur d'autres qui sont, on va dire, préscolaires. Et on va faire des activités, je sais pas moi, de tri, on va faire des activités de motricité fine, on va faire des activités qui vont permettre de solidifier l'acquisition des compétences scolaires euh, par ailleurs. On travaille beaucoup sur l'autonomie. Les enfants, certains arrivent propres, c'est rare, mais il y en a. Certains, ça reste une des demandes parentales, hein, importante que les enfants deviennent propres lors de leur passage à l'UMA. Certains y parviendront, d'autres non. Ce qui est sûr, c'est que sortir à 6 ans en n'étant pas propre, c'est en termes d'orientation, ça complexifie leur parcours parce qu'une école qui accueille un enfant qui porte une couche, on va plus facilement mettre une étiquette à cet enfant-là et son accompagnement va se colorer, je veux dire, son besoin d'aide humaine, le fait qu'on puisse associer le fait qu'un enfant qui n'est pas propre n'a pas les compétences requises pour faire des apprentissages scolaires de sa classe d'âge, voilà. Donc, c'est vraiment un challenge de se dire que oui pour le confort de l'enfant, oui pour son autonomie, oui pour tout ça, mais c'est aussi oui pour son parcours. Donc, parce que ça accompagne les parcours, hein, le fait de ne pas avoir des enfants qui sortent avec la couche, mais ça, on fait aussi au rythme des enfants. Donc, on essaye de travailler en tout cas avec les familles à ça. Sur les repas aussi, on a des enfants quand ils arrivent, ils ont toujours été nourris par papa ou maman. Et donc, il faut commencer vraiment sur des basiques parce que, voilà, hein, déjà, commencer tout petit sur commencer à manger tout seul et essayer d'avancer sur ce chemin-là, sur les vêtements, enfin voilà, tout ce que vous connaissez des petits enfants, hein. Mais avec une décomposition qui est parfois plus longue et il faut commencer petit. On commence par mettre un seul bras dans la veste et puis les éducs font le reste et puis ensuite on essaye de mettre deux et puis ensuite on essaye d'attacher et puis après voilà. Comme pour tous les enfants classiques, mais ici ça peut prendre aussi parfois plus de temps et puis peut-être aussi pour ces enfants, ils ont parfois été protégés un petit peu plus et où le comportement problème quand on est face à la difficulté est important. Et c'est des enfants qui vont moins bien tolérer de ne pas y arriver. Et ce qui peut amener des cris, des comportements problèmes, parce que les parents peuvent en société avoir du mal à supporter, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, quand tout un magasin ou tout un train ou toute votre famille vous regarde en vous disant que vous ne savez pas l'éduquer car il ne sait pas faire ci ou il ne fait pas ça comme ça. Les parents compensent beaucoup parce que ce regard-là qui pèse sur eux, il est très difficile. Et donc, on est là aussi pour les accompagner, pour accompagner l'autonomie des enfants à l'UMA et ensuite pouvoir montrer aux parents, leur dire bah, ok, on en est là, on arrive à faire ça. Est-ce que vous pouvez essayer de faire ça à la maison avec nous? Qu'est-ce que vous vous sentez de faire? Voilà, on en reparlera après dans l'accompagnement des parents. Mais on essaye d'être aussi dans cet échange. Et des fois, il y a aussi des trucs qui se débloquent à la maison que nous, on n'arrive pas à faire à l'UMA. Et nous, on a besoin d'aller voir comment les parents y font. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie technique pour que ça fonctionne, pour que nous, on le fasse à l'UMA. Mais ça, c'est important aussi, hein, on parle beaucoup des parents. Je fais le lien avec l'autonomie, on parle beaucoup des parents. Voilà, c'est vrai que c'est un peu une spécialité quand même des écoles et des équipes médico-sociales de parler des parents qui font pas ci, qui font pas ça, mais il y a une pression sociale sur eux qui est énorme. Et voilà. Et des fois, être d'en faire pour l'enfant, c'est aussi simplement rendre sa vie supportable. Et ça, il faut être en capacité de l'entendre. En fait.
Donc un objectif médico-social, c'est aussi améliorer les compétences communicatives. Donc ça, tout le monde, hein, dans l'UMA, il travaille, hein, mais on doit vraiment donner des mots aux enfants, même si ce ne sont pas des mots qui sont prononcés avec la bouche. Il faut vraiment qu'on donne des possibilités d'expression aux enfants. Donc ça, c'est c'est un challenge quotidien. Que les enfants, ils se saisissent d'une communication. Tout ce qui est environnemental, il faut que l'environnement, il soit cadrant, il soit sécurisant, il soit rassurant. Pour ça, il y a un aménagement de l'espace qui est fait, qui est un petit peu particulier au sein de l'UMA. On évite les grands espaces, on cloisonne beaucoup, on tient compte des spécificités sensorielles. Euh, voilà. On est dans un accompagnement familial aussi, c'est-à-dire que l'équipe médico-sociale est en lien avec les familles très régulièrement. On peut faire des visites à domicile, on peut recevoir les parents. Quand on dit global, c'est aussi tenir compte de la fratrie. On propose, hein, aux familles qui le souhaitent, on peut aussi intervenir auprès des grands-parents. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que ces familles ne soient pas seules et que les choses ne reposent pas sur nous. Il ne s'agit pas de déporter sur une équipe médico-sociale. Il s'agit de leur permettre dans leur environnement de trouver des soutiens. Et voilà, je parlais des frères et sœurs aussi, c'est important quand tu grandis avec un petit frère ou un grand frère qui a beaucoup de troubles du comportement ou que tout le monde regarde dans la rue, et ben, c'est difficile aussi. Donc, accorder de l'attention à ces enfants-là, essayer de donner des clés aux parents pour accompagner les grands ou les petits, on a les deux cas. C'est aussi important. Donc, et enfin, soutenir et former aux parents aux aides techniques. Donc ça, c'est les parents, en fonction de qui et comment ils ont été accompagnés sur l'annonce du diagnostic, ils sont surtout allés voir sur Internet ce que c'était l'autisme. Ils ont surtout vu des vidéos qui leur ont fait peur d'adultes autistes pas autonomes, avec des grosses déficiences intellectuelles. Et donc, ils sont très, très angoissés de l'avenir, comme tous les parents lambda, j'ai envie de dire, mais souvent un petit peu plus quand même. Et donc, nous, on est aussi là pour les informer sur l'autisme. On fait des temps de sensibilisation, de formation avec eux, pour essayer de mieux comprendre les spécificités et du coup, pour adapter aussi, un, l'environnement à la maison, deux, adapter les réponses. Et donc, par exemple, voilà, on va leur amener tout ce qui est communication avec des outils visuels, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment, la gestion des comportements problèmes, le renforcement. Voilà, on essaye d'amener des outils comme ça qui puissent faire sens pour eux. C'est-à-dire que des fois, nous, il y a plein de choses qu'on voit, qu'on aimerait faire avec eux, mais eux, ils n'en sont pas encore là. Donc, ce qui est important, c'est de partir de leurs attentes. Qu'est-ce qui est important pour eux au moment où on se parle? L'intolérable, il n'est peut-être pas là où on le pense. Et donc, du coup, ce qu'il faut gérer, c'est peut-être c'est leur priorité, sinon ils ne pourront pas accrocher sur le reste. Donc voilà, on essaye de travailler avec les familles sur leurs priorités, ce dont ils ont besoin, et on essaye d'aller dans ce sens-là. En tout cas, dans les 3 ans avec nous, il y a un parcours où on se retrouve 3, 4 samedis dans l'année aussi, où on va être sur des contenus, voilà, à la fois dans l'échange, mais aussi dans des contenus plus techniques sur l'autisme, en rapport avec les recommandations de bonnes pratiques aussi, parce qu'ils vont entendre et voir de tout, les parents d'enfants autistes, les remèdes miracles, les thérapies incroyables d'Europe de l'Est, voilà. Il faut imaginer qu'ils voient et ils entendent de tout. Donc, ils sont en permanence dans des tensions entre ce que nous, on leur propose de faire, ce qu'ils ont entendu qui marchait peut-être ailleurs. Voilà. Donc, ils ont leur libre arbitre. Nous, tout ce qu'on fait, c'est leur dire, OK, voilà, dans l'état actuel de la science, voilà ce qui est recommandé, voilà ce qu'on nous demande d'appliquer, voilà ce qu'on fait avec votre enfant et vous, chez vous. Voilà. Donc, tout ça, c'est en finesse et ça dépend des familles et ça dépend des enfants, puisqu'ils sont tous différents aussi. Mais en tout cas, on essaye de créer une communication fluide avec eux, qu'ils n'aient pas peur de nous dire ce qui se passe à la maison et que nous, on puisse répondre à ça et ce qui leur pose des soucis. Donc voilà. Et l'idée étant aussi toujours de ne pas se positionner pour l'équipe médico-sociale en sauveur. On est de passage, on va rester que 3 ans. Et donc, c'est important que les familles trouvent autour d'elles, des ressources qui vont perdurer. Donc, c'est important d'accompagner aussi à repérer les ressources dans l'environnement. Et du coup, notamment dans les mairies, dans les associations de parents, voilà, plein de choses qui est important que les parents se saisissent pour pas que les équipes médico-sociales viennent pallier des choses qui laisseraient les parents orphelins de beaucoup de trucs au départ de l'UMA. Donc c'est aussi important de faire ça. Pour les familles, c'est très sécurisant l'UMA.
C'est très investi dans la relation. Mais c'est aussi la sortie, elle est aussi difficile parce que c'est pas ça qu'on va retrouver quand notre enfant il va rentrer en Ulysse à l'école. On va plutôt retrouver une école un peu opposante, une AESH qui va peut-être craquer au bout de 3 semaines parce qu'il a des troubles du comportement. Et donc, du coup, ça peut, enfin, c'est un peu les montagnes russes pour les parents, hein. Donc nous, on essaye de pas être défaitiste, mais de trouver, enfin, d'être juste avec eux sur les, les, les suites d'accompagnement. Et donc, essayer de sécuriser un maximum les parcours et eux, les relais qu'ils peuvent avoir, quoi. Au niveau... J'ai perdu la souris. Juste, Euh, Caroline, c'est passionnant, hein. Moi, vraiment, je trouve ça vraiment. Et en plus, bon, il y a j'ai plein de questions, plein d'idées, mais on sait que, il y a toujours de la frustration sur un flash pratique, mais c'est pas grave, j'ai pris des notes et on pourra y revenir par la suite. Ouais. Est-ce que tu as un œil sur le timing, Caroline? il est 11h, tu veux jusqu'à Oui, 11h30? oui, Bon, 11h30. Alors on dit 25 parce que les collègues, avant de nous quitter, répondent à un petit sondage. Et ok, puis on tient le timing parce que les collègues sont sur le terrain, bien etc. sûr. Voilà. Ok, donc toute la dimension pédagogique, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on a un espèce de programme adapté, mais qui se rapporte au programme d'éducation nationale. Et donc, tu as 3 grandes dimensions qui sont citées quand même, hein. C'est l'adaptation du langage, les stratégies pédagogiques spécifiques et la prise en compte permanente du comportement de l'élève. On doit s'ajuster à ça, on doit analyser le comportement régulièrement. Je vous ai mis quelques exemples. Alors, communication alternative améliorée, la CAA, pour ceux qui connaissent. Pour nous, c'est vraiment essentiel, hein, le droit à la communication et le fait de faire monter en compétence ces enfants sur leur communication. Le visuel n'empêche pas l'accès au langage, bien au contraire, c'est un soutien. Donc, il peut y avoir plein de choses. Donc, nous, on utilise des tableaux de langage assistés, là, que vous voyez sur l'écran. Donc, on peut les retrouver, par exemple, dans la cour de récréation. On a un TLA pour la petite cabane, un TLA pour la bascule. On a des classeurs de communication plus complexes, qui est un classeur POD, là, en l'occurrence. On a du visuel partout dans la classe. Vous voyez là les... Je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Oui, Ouais. Donc là, voilà, par exemple, sur la plupart des tables, des meubles, à proximité des enfants, il y a toujours à disposition boire, les toilettes, le casque, les mouchoirs en ce moment. Parce que ça commence à il y a Aide-moi sur la table aussi. L'idée, c'est voilà, que les supports soient accessibles, que les enfants puissent faire les demandes facilement. Donc, faire une demande, ça s'apprend. Là, j'ai mis un tout petit bout de... Voilà. Euh, Au départ, pour certains enfants qui ont peu d'intérêt pour l'échange, l'alimentation, c'est quand même une porte d'entrée assez facile. Donc, on va travailler des échanges images contre, au moment du repas, hein. Images contre gâteau, images contre chips, voilà. Euh, donc voilà, on va apprendre aux enfants à échanger l'image contre ce qu'ils souhaitent. Et c'est un premier apprentissage en fait par l'utilisation de l'image. Donc voilà, l'image, photo, pictogramme, les enfants, selon où ils en sont, ça peut être aussi de l'objet, euh, il va y avoir une utilisation du visuel, toujours. Même s'ils parlent, les enfants, il y a toujours du visuel en support de la communication. On ne les oblige pas à pointer, on ne les oblige pas à donner, mais il y a toujours du support visuel. Même un enfant qui me parle bien, un tableau de langage assisté comme ça amène du vocabulaire. Si c'est pas le mot, il va pouvoir le pointer. Et donc, c'est vraiment d'une grande utilité. Structuration du temps, de l'espace, de la tâche, et ben, il y a... Donc là, j'ai pas mis une photo de l'UMA, mais il faut se dire que c'est assez structuré dans l'espace avec des paravents, avec des espaces où on évite les distracteurs visuels, hein. Nos murs ne sont pas pleins plein d'images, de choses comme ça. Voilà, on évite les distracteurs visuels, on met des paravents. Il y a des coins d'autonomie avec des bacs aussi, comme ça. On va juste mettre, si possible, du mobilier contenant. Oui, Stéphanie. Caroline, oui, pour l'avoir visité, la classe, j'ai eu cette chance. C'est vraiment effectivement plein de petits coins. C'est ça, moi, qui m'a marqué, hein. C'est plein de petits endroits bien structurés, donc visuellement, et effectivement très rassurant. Voilà, moi, l'impression en traversant la Mm. classe. Oui, on a un espace de regroupement. C'est quand même maternel, hein, on fait des chansons. Donc, il y a un espace de regroupement devant le tableau. Ensuite, voilà, il y a des espaces de travail qui sont soit des espaces individuels, soit des espaces où l'éducateur peut travailler ou la maîtresse, un pour deux, un pour trois. Euh,
voilà, ou une table de goûter aussi. Bon, ils ont des emplois du temps visuels qui se composent un petit peu comme ça. Heu, Au départ, là, par exemple, c'est un petit garçon qui est arrivé, donc lui, il est à la photo, il est associé à la photo. Pour certains, ils vont être au picto, on peut mixer picto-photo. Voilà, ça, c'est un peu les évaluations qui vont nous faire dire que. Il y a ce petit rond vert ici, qui veut dire emploi du temps dans notre jargon à nous. Et donc, les enfants, ils vont travailler avec des bandeaux d'activités comme ça. On va leur expliquer, bon, ça, c'est un exemple qui vient pas de chez nous, mais on va leur expliquer, d'abord on joue à table, ensuite on fera l'opération, ensuite elle a la tablette, parce qu'il faut un peu renforcer, le fait d'avoir une activité difficile avant. On fait une activité encore un petit peu difficile et ensuite on a une activité renforçante. Et nous, on va rajouter par exemple ce rond vert au bout de cette ligne pour dire et tu retourneras à l'emploi du temps. Donc on va structurer la tâche des enfants et que ça, qu'on soit éducateur ou maîtresse, on va structurer la tâche des enfants. Donc ils ont leur emploi du temps, je vais au point jeu et quand j'aurai fini, je reviendrai à l'emploi du temps m'être fini. Et dans mes activités, je vais enchaîner des tâches comme ça. Au départ, j'aurai juste 2 tâches, ensuite j'aurai 3 tâches, j'aurai 4 tâches et on va renforcer régulièrement positivement avec quelque chose que l'enfant aime pour garder sa motivation à rester à table, à travailler avec nous. La motivation, c'est hyper important, et donc il faut faire des associations le plus positives possible. Si les enfants, ils ont décidé qu'ils iraient plus à cet endroit-là ou ils iraient plus avec cette personne-là, ça devient vite compliqué. Donc il faut des associations positives régulièrement. Et on structure le temps, soit avec des timers visuels, ça peut être des sabliers, ça peut être sur les téléphones aussi. Mais ça, chez nous, c'est très scandé. On va dire qu'il y a des sessions d'activité qui durent entre 30 et 45 minutes. Mais dans 45 minutes, on ne fait pas une activité, on en fait beaucoup, en fonction de capacité d'attention de l'enfant. Donc voilà, et tout le monde est timé, les adultes comme les enfants. Notre vie est timée à l'UMA. Mais c'est très important, et l'emploi du temps aussi, enfin, faut vraiment le vivre, hein, pour le voir, mais l'emploi du temps visuel amène une réassurance qui est énorme pour les enfants. Pour certains enfants, c'est vraiment, la référence, quoi. Et d'où l'idée de pas se tromper sur l'emploi du temps ou d'avoir un picto pour qui dit: «On change de programme». Voilà, mais c'est vraiment essentiel, pour eux, quoi. Ils y trouvent vraiment, un intérêt, quoi. Donc c'est un projet inclusif, hein. On participe à la vie de l'école, on participe au projet, on a accès à tous les espaces de l'école. Autant que possible, on va dans les classes, ordinaires. Alors certains plus que d'autres, les enfants. Des enfants ne vont pas encore en classe aussi parce que le monde, parce que la tâche, parce que, voilà, c'est pas pour l'instant, c'est pas encore, des choses qui seraient associées positivement. Mais par contre, les récréations, on partage les récréations avec les autres classes, hein, en fonction on est sur le calendrier de l'école comme tout le monde. La restauration, on a des enfants qui mangent en cantine, d'autres qui mangent en UMA. Ça va dépendre, des besoins des enfants, des accords avec les familles. Voilà, on peut manger aussi un temps en UMA, le temps de bosser quelque chose, hors stimulation et ensuite retourner en cantine, pour pouvoir le faire dans un espace plus global. Et tout s'adapte au projet individuel de l'enfant, puisque c'est une obligation, loi 2002, hein, et ça s'applique à nous. Donc projet individualisé d'accompagnement. Donc tout ça, c'est, on va dire, décidé et ajusté dans le cadre du projet de l'enfant. Pour les parents, une dimension inclusive aussi puisque, leurs enfants, ils sont là, d'abord en tant que parents, ils sont électeurs et éligibles en tant que représentants des parents d'élèves, c'est important. Ça veut dire qu'ils dépendent pas juste du médico-social, ils sont inscrits, les enfants sont inscrits à l'école. Les parents sont des parents de l'école, ils reçoivent les communications de l'école, ils peuvent être au conseil d'école. Voilà, ils peuvent avoir accès au périscolaire. Alors c'est pas toujours facile, on va pas se mentir, parce qu'il faut des ressources humaines pour faire ça. Moi, je peux pas couvrir tous les besoins des enfants en journée, plus le périscolaire, plus tout ça. Donc il faut que la mairie prenne sa part là-dedans et c'est pas toujours évident parce que, vous avez vos propres difficultés de recrutement. Donc mais en tout cas, c'est prévu comme ça et c'est un projet qui s'arrête pas au mur de l'école puisque, on est là aussi pour intervenir au domicile, au centre de loisirs, chez les grands-parents, chez la nounou, en fonction des besoins, hein. Et enfin, c'est une dimension inclusive aussi pour l'école parce que on est aussi un plateau technique qui est disponible pour le reste de l'école. Il faut qu'on ait une plus-value pour l'école aussi. C'est vrai qu'on échange beaucoup avec les collègues de l'école sur d'autres situations que les enfants conçus à l'UMA. Donc, c'est aussi important. Pour les parents de l'école, il y a une montée en compétences, en technicité aussi des enseignants classiques de l'école
Et ça amène aussi une plus-value pour tous les parents de l'école, d'avoir une expertise qui se développe chez les enseignants de l'école. Alors, on avait dit que je parlerais un petit peu plus du travail avec les familles. Donc je vous ai dit, hein, loi 2002, obligation, comme tous les services médico-sociaux, de co-construire le projet d'accompagnement. Donc nous, ça veut dire qu'on voit les familles, on va dire de manière officielle, une fois avant le projet pour voir un petit peu leurs attentes, leurs priorités, parce que des fois, il faut avoir des priorités aussi, et de décider ensemble ce qu'on va faire. Ensuite, on va travailler le projet, leur présenter, l'ajuster avec eux, et on va essayer de l'évaluer aussi avec eux. Co-évaluation des compétences, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'évaluations qui nécessitent aussi de grille d'évaluation officielle, qui nécessitent le fait que les parents puissent dire aussi, ben, chez moi ça se passe comme ça, ou moi j'ai remarqué ça. Donc par exemple au niveau sensoriel, le profil de Dunn, ou une Vineland qui est une évaluation des compétences aussi, qui se font en règle générale à domicile avec les parents par rapport à leur vécu. Donc c'est des grilles qui sont co-remplies, c'est-à-dire que les professionnels remplissent et les parents remplissent. Ça permet d'avoir un regard complet sur la situation. Le travail avec la famille, ça veut dire aussi la recherche de la transférabilité des compétences. C'est un gros mot, mais l'idée, c'est que dans le TSA, il y a parfois une association, c'est-à-dire que les enfants vont accepter de faire quelque chose à un endroit et savoir le faire à cet endroit-là ou avec cette personne-là, mais pas ailleurs. J'accepte d'aller aux toilettes, mais dans cela. J'accepte pas d'aller dans tous les autres toilettes du monde. Voilà. Et donc, c'est vite un problème. Donc voilà. Ou alors, chez mamie, je mange avec la cuillère, mais c'est le seul endroit au monde où je mange avec une cuillère. Donc là, on va aller rechercher la transférabilité des compétences. Ça veut dire qu'il est capable de le faire, mais on a besoin de travailler à ce qu'il sache le faire partout. Donc pour nous, une compétence, elle est validée quand l'enfant il sait la faire dans 3 endroits différents, avec 3 personnes différentes. On peut pas juste dire qu'il sait mettre son manteau. S'il sait mettre son manteau qu'avec Margot à l'UMA, ça ne fonctionne pas. Ça n'a aucun intérêt pour la famille, presque. Donc il faut qu'on cherche en permanence cette transférabilité, et pour ça, il faut communiquer. Qu'eux communiquent. Voilà, l'année dernière, un enfant chez nous qui disait pas un mot, les parents ont dit si, si, il parle. Il parle pas, hein. Et donc voilà, on est allé à la maison. Papa nous a montré comment il faisait pour que le petit garçon eh ben, parle. Il disait des mots, hein, il disait des phrases, mais et ben voilà, on a pu reproduire au départ, parce qu'après on a pu changer les choses, mais au départ, on a reproduit les conditions qui étaient en place à la maison, c'est-à-dire mettre mon enfant sur les genoux, face à moi, le maintenir, enfin sans le forcer, mais et être dans le type de motivation qui était mis en place par le papa. Et ben, une fois que ces conditions-là ont été mises dans l'UMA, hop, il s'est mis à parler chez nous aussi, et ensuite on a pu arrêter d'être sur les genoux, on a pu arrêter d'être dans un renforcement à chaque fois, et donc la compétence a pu se transférer au sein de l'UMA, par exemple, avec une compétence qui était à la maison mais qui n'était pas chez nous. Donc ça, c'est vraiment important d'être dans ces allers-retours et d'être à l'écoute des familles. On est souvent un petit peu, hein, bon, du coup, pour avoir une deuxième casquette, travailler tout le temps dans les écoles aussi. Ouais, les parents ils disent qu'ils savent faire ça, mais pas vrai. Bah, en fait, si, c'est souvent vrai quand même, hein. C'est juste que les enfants ne sont pas forcément capables de transférer les compétences. Donc il faut être vigilant, et donc entretenir des liens réguliers et des visites à domicile si les parents le souhaitent, parce que c'est aussi une modalité de travail qui est un petit peu particulière, qui peut sembler être intrusive aussi. Donc si les parents sont OK, on peut aller intervenir à domicile, mais des fois c'est important de le faire parce que justement l'enfant, voilà, en faisant le jeu ou l'activité qu'il accepte de faire à l'UMA, qu'il accepte pas faire à la maison avec l'éducateur ou la neuropsychologue de l'UMA dans sa maison à lui, eh ben, on facilite la transférabilité des compétences. On ne dit pas juste aux parents si, si, il sait le faire, allez-y et continuez. Voilà, on va mettre en place à la maison aussi. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, on forme aux spécificités du TSA les parents, on prend en compte l'environnement global et on essaye d'éviter l'épuisement parental. Pour ça, ça veut dire les informer sur leur accès aux droits, les soutenir dans leur démarche d'accès aux loisirs auprès des mairies. Ça veut dire que ben, nous, on peut être aussi une ressource pour le centre de loisirs s'ils le souhaitent. Si l'animateur qui est en charge de l'enfant, il a besoin de conseils, on est là aussi. Si c'est une nounou qui garde l'enfant et qu'elle commence à être dépassée, qu'elle veut plus le récupérer parce qu'elle a peur dans la rue avec lui, on peut aussi intervenir. Donc l'idée, c'est tenir compte de tous les acteurs qui sont autour de l'enfant, pas simplement papa et maman, ou maman, parce que c'est souvent maman quand même. Et donc, moi je leur dis, hein, c'est une aventure qui va durer toute la vie là maintenant. Donc il faut tenir toute la vie.
Donc, il faut prendre soin de soi, il faut trouver des solutions autour de soi. Le maintien dans l'emploi, c'est aussi important parce que à partir du moment où tu commences à ne pas avoir accès aux loisirs pour ton enfant, ben, tu commences à chercher un emploi qui est difficile à trouver, hein. Pas travailler le soir après 4 heures, pas travailler le mercredi. Quand ils vont rentrer en Ulysse, ben, pour certains, l'école va peut-être, on essaye d'être optimiste, mais bon, les pousser à ne pas le mettre tous les jours ou seulement le matin parce que c'est mieux pour lui. Et là, le maintien dans l'emploi devient extrêmement compliqué. Donc pour nous aussi, c'est un indicateur, hein. C'est les parents qui doivent arrêter de travailler, c'est un problème. On a des parents qui sont remis à travailler, qui ont pu faire des formations. Ça a été une vraie réussite, quoi. Et ensuite, je surveille là. Ok. Sensorialité. Donc, nous, tous les enfants, ils sont évalués d'un point de vue de la sensorialité avec ce qu'on appelle un profil de Dunn. C'est la psychomotricienne qui le fait. Ces enfants, ils peuvent être en hyperréactivité, en hyporéactivité, ils peuvent être en recherche de sensations ou en évitement. Ça, au quotidien, ça a des répercussions non-stop. Parce qu'en plus, ils peuvent être sur un profil, puis passer sur un autre. Ils peuvent fonctionner comme ça pendant 6 mois et puis changer. Donc, il faut être dans une adaptation permanente. Et donc, il faut donc pouvoir proposer des outils par rapport à ces besoins sensoriels, mettre en place des temps dédiés et aménager l'espace ou la tâche. Donc, c'est vrai que nous, dans nos pratiques quotidiennes, on a un regard sensorialité tout le temps, en fait. Parce qu'en fait, c'est souvent on se demande deux choses par rapport au comportement. Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir avec ce comportement? Ou qu'est-ce qu'il cherche à éviter avec ce comportement? Et au niveau sensoriel, est-ce qu'il a un intérêt ou un désintérêt? Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel de se poser cette question-là parce que c'est prégnant dans l'accompagnement de ces petits TSA. Et ça peut être aussi un limitateur de l'inclusion sociale, hein. Je pense pas simplement à l'inclusion scolaire, à l'inclusion sociale, d'être soit d'avoir des comportements inappropriés, de manger tout ce que tu trouves, de lécher les murs ou de jouer avec la lumière que tu vois tout le temps, d'avoir les yeux sur le côté comme ça parce que ça te stimule d'avoir le regard périphérique, de pas supporter certains bruits. Tout ça, ce sont des empêcheurs sociaux en fait. Donc il faut absolument en tenir compte. Certains se compensent avec des outils, d'autres, il faut mettre en place un accompagnement pour rendre les choses plus tolérables pour les enfants. Et pour les familles, c'est parfois très douloureux de se rendre compte que leur enfant peut être aussi envahi que ça en fait. Des fois, on leur montre une petite vidéo qui montre une expression de comment la personne autiste peut vivre la sensorialité, qui est quand même souvent agressive. Et donc, pour les familles, c'est dur de se rendre compte que leur enfant, il a des spécificités sensorielles, en fait. Parce qu'on a envie que ce soit d'autre chose, parce que ça, c'est difficile de maîtriser ça, cette sensorialité, parce qu'elle vient beaucoup de l'extérieur. Donc, et à la fois, il ne faut pas qu'on les mette trop sous cloche. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre des casques aux enfants toute la journée. Il ne s'agit pas d'éviter la situation en permanence où il y a le souci. Il faut trouver des stratégies pour être de plus en plus dans l'acceptation de ça, tout sans dépasser les seuils de tolérance. Donc, c'est vraiment sur le fil en permanence. Donc, par exemple, je vous ai mis deux situations, mais j'ai vraiment dit pas de réponse toute faite, hein. C'est pas parce que nous, on décide de répondre comme ça que c'est ça qu'il faut faire, hein. On a un petit garçon qui mange des feuilles tout le temps à la récré. Les parents, ils l'ont remarqué aussi à la maison. Mais pour eux, c'est parce qu'il avait faim. Et donc, ils lui ont donné plus à manger. Il se bouche les oreilles en regroupement quand on chante. Je chante pas bien. Donc voilà. Donc nous, par rapport aux feuilles, par exemple, on s'est demandé qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le goût ou est-ce qu'ils cherchent la texture de ces feuilles-là? Est-ce que on a déjà observé quelles feuilles ils cherchent à manger? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que nous, on les a pris ces feuilles, on les a écrasées, on les a senties, on a essayé de les goûter. Qu'est-ce qu'elles ont ces feuilles? Qu'est-ce que ça donne en fait? Donc on a décidé d'y répondre en mettant en place des temps sensoriels pour répondre aux besoins en contournant le comportement problème. C'est-à-dire que si ça répond à un besoin de manger cette feuille, il faut qu'on puisse répondre à ce besoin, mais dans un cadre plus propice, en fait. Donc là, on a fait des essais avec des bâtons de réglisse, parce que ça, on peut les manger. On est sur une texture qui est quand même assez difficile, qui ressemble au bois aussi, avec chose. On a essayé des chiffons avec des odeurs végétales assez fortes. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre en place des temps comme ça et de voir sur quoi ça répond.
et voir si le comportement, si on met en place ces temps-là, est-ce que le comportement il va diminuer dans la cour de récréation ou pas. Donc là, on est sur des allers-retours, vraiment, on n'est pas sur des réponses, quoi. On essaye ça, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne, voilà. Et on partage avec les familles, hein. Et donc voilà. Et par rapport aux oreilles, donc on a proposé évidemment le casque en regroupement au départ. Puis l'idée, c'est pour pas rentrer dans un rituel où on mettrait toujours le casque au regroupement, c'est petit à petit, c'est un enfant qui sait faire échange image contre objet, c'est de plus mettre le casque, de pas lui mettre systématiquement le casque sur les oreilles, mais de lui mettre à disposition le picto du casque et qu'il puisse le demander s'il le souhaite. Parce que s'appuyer sur les oreilles, vous pouvez essayer, ça vous fait de la pression aussi, c'est pas forcément que le bruit, ça peut être aussi quelque chose qui est plus en termes de sensation de pression sur les oreilles, de sentir le sang battre dans ton oreille, donc c'est pas tant être agressé par le bruit que rechercher d'autres sensations dans ton corps en fait. Donc il faut toujours, quand vous voyez des choses étranges comme ça chez les enfants, faites l'expérience par vous-même, essayez-le sur vous. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je fais ça? Appuyez sur vos deux oreilles, vous verrez ce qui se passe. Il ne se fait pas juste le son, en fait, il se passe d'autres choses. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire. Et après, on n'a pas de réponse, hein. On fait essai-erreur et on essaye. On va pas dire programme sensoriel, ça ferait un peu pompeux, mais on essaye de mettre en place voilà, des stratégies pour qu'il y ait une réponse aux besoins sensoriels à un moment qui est plus opportun et pour rendre la disponibilité de l'enfant à d'autres moments. S'il passe tout le cours à regarder le tableau pour essayer de voir la lumière briller sur le tableau, alors oui, on va arrêter de le mettre avec la maîtresse devant le tableau, certes, mais on va peut-être aussi mettre en place un petit temps de jeu de miroir sur 3-4 minutes, 2 minutes, et ensuite on va faire l'activité. Et peut-être qu'il sera plus dispo pour faire l'activité s'il a pu faire le petit temps de jeu de miroir avant. Parce que là, il a répondu à son besoin sensoriel, et ensuite il est plus dispo pour autre chose. Voilà. Et Olivio, qui supporte pas l'eau qui coule dans le robinet des toilettes, et ben donc on a mis en place une compensation, on a mis des bacs, et il peut se laver les mains dans les bacs plutôt que de se laver les mains sous l'eau qui coule. On n'est pas obligé de se laver les mains sous l'eau qui coule, déjà. On remplit les bacs quand il n'est pas là, et on a mis une chaise loin dans le couloir, qu'on a rapproché progressivement de la porte. On a mis en place un casque qu'il n'est pas obligé de porter, qu'il peut demander lui aussi. Et on fait des temps aussi où on regarde des vidéos de robinet qui coule, par exemple. On met pas le son, puis on met le son pas fort, le son fort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner des exemples de choses. Mais voilà, c'est pas du bricolage parce qu'on sait on sait où on va. Mais les enfants sont tous différents, donc on peut pas dire aujourd'hui c'est ça qu'il lui faut à lui. On essaye quelque chose et on voit ce que ça donne. Donc, donc voilà. Et ça, donc un petit projet de coopération qu'on a fait donc avec le centre de loisirs des Grenouilles Bleues. On a ça, c'est donc un espace de sieste. Donc là, il est aménagé en salle senso, mais on avait cet espace de sieste qu'on partageait avec eux. Donc comme un accord, on est parti sur un petit projet de salle senso. Alors c'est un peu bricot, c'est pas très sexy comme ça, hein, mais ça répond aux besoins de nos enfants, parce que nous, les enfants, ils vont y passer dans la journée quasiment tous une fois, pas forcément, pour certains 2 fois, parce que vraiment, ils en ont besoin pour redescendre un petit peu ou pour avoir les stimulations dont ils ont besoin. Et donc là, on a cofinancé ensemble, nous, on a financé une partie du matériel et le centre de loisirs, une autre partie. Et on a réemployé certaines choses qui étaient déjà dans notre matériel et dans le leur. Donc, on a réemployé le petit matos senso, on a réemployé les tapis de sol, les éléments de motricité, et on a fait des achats de colonnes à bulles, fibre optique, projecteurs, canoës sensoriels. Ça fait à peu près 1 000 € pour vous dire de budget. Et eux, ils ont acheté les poufs, une grande armoire pour le rangement, ça fait à peu près 1 000 € aussi. Donc, c'est un projet d'aménagement à 2 000 € où on a cofinancé la mairie et nous. Et c'est un espace qui est disponible pour le centre de loisirs aussi. Ils ont aussi des enfants à besoins spécifiques et même tous les enfants, en fait, on est bien dans un espace senso. Donc, c'est un espace voilà, qui peut être utilisé pendant le temps scolaire par l'UMA et un espace qui peut être utilisé par le centre de loisirs pendant les vacances et les mercredis. Donc, et le matos est à dispo des 2 équipes et on a mutualisé tout ça, ce qui a rendu les choses possibles. Moi, on n'aurait pas pu nous faire ça tout seul et eux non plus peut-être. Donc voilà, il y a des choses aussi à créer en réemployant et puis en mettant un petit peu de sous, mais si on est plusieurs à mettre les sous, ça rend les choses possibles. Et donc voilà, il y a des petits exemples
de la salle senso qui est vachement plus sexy quand elle est dans le noir avec les lumières que quand elle est pas. Donc voilà, elle est 21. Ouais, super Caroline. Magnifique. Pour rester sur la sensorialité, qui fait le profil sensoriel des enfants que vous C'est la accueillez? psychomotricienne. Psychomote. Mais dans les textes, un profil de donne, ça peut aussi être fait par d'autres professionnels. Chez nous, c'est la psychomotricienne, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas une loi qui dit que c'est les psychomotriciens qui doivent faire les profils de donne. Et il y a d'autres échelles d'évaluation de la sensorialité. Il y a l'EPSA aussi qui existe, qui se fait beaucoup maintenant pour les enfants autistes. Euh, mais voilà, en règle générale, c'est plutôt le boulot de la psychomotricienne chez nous. Mais ça pourrait être fait par quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord. Un neuropsychologue pourrait le faire. Du coup, vous partagez les conclusions du profil, bon, qui est évolutif, on a bien entendu, mais vous partagez ces conclusions en équipe, avec l'équipe de permanents. Là, j'entends les 4 adultes qui sont là tous les jours. Et la psychomote donne des indications ou vous ne fonctionnez que par expérimentation? Non, alors, en fonction du profil, on va donner bien sûr, on va donner, en fonction de ce profil-là, hein, les recherches, Mhm. les évitements, l'hypo ou les hyper. Oui, On va déjà se donner nous, c'est-à-dire on sait, bon, si on sait que le gamin il est hyper là-dessus ou qu'il passe sa journée à rechercher ça, tout de suite on sait que déjà on va mieux comprendre le comportement parce que pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et donc du coup nous on va mettre tout de suite en place des réponses dans les accompagnements. Donc non, il y a les grandes lignes sont déjà données, mais c'est après, quand il faut affiner les choses, là, on est plutôt en essai-erreur. On se dit, OK, on essaye ça, mais il faut pas essayer. Alors, ça aussi, il faut pas essayer une fois les choses, quoi. Il faut les essayer suffisamment longtemps pour que ce soit révélateur ou pas. Les grandes lignes, non, bien sûr que c'est fixé avant. alors, euh, il faut qu'on soit très nuancé et très précis, là j'entends dans nos pratiques, Caroline, c'est super inspirant et bon, j'ai plein de thématiques, je te ferai un petit récap en conclusion. Néanmoins, on est d'accord qu'on est bien là quand même dans une approche médico-sociale avec toute la spécialisation qui va avec. Moi, mon objectif, c'est toujours de pouvoir repérer de quoi on peut s'inspirer de ça, mais sans tomber dans la confusion des compétences et de nos champs d'intervention. Et du coup, là, si on transpose à la petite enfance, la crèche ou à l'accueil de loisirs, on est d'accord que en se gardant bien, notamment par rapport à la sensorialité, on n'a pas les compétences, nous, pour pouvoir effectivement savoir de quel profil, même pas les interpréter. Néanmoins, on a la compétence de l'observation. Exactement. On est d'accord, hein? Mm. Et du coup, je me disais que ce que tu proposais autour de l'exemple des feuilles, voilà, ne serait-ce que comprendre effectivement et puis remplacer par quelque chose d'autre, on peut s'en inspirer à condition qu'on reste bien dans l'observation, c'est-à-dire à des fins d'observation et de transmission, qui aux parents, qui à l'équipe extérieure qui va procéder à un diagnostic, mais que l'ensemble des expérimentations qu'on peut faire hein, sous l'aspect ludique, à inclure dans les temps clés du quotidien, par exemple, on n'est pas dans le même objectif que vous. Ah, c'est certain. Bah oui, oui, moi, je vous Hein? présente notre travail, mais, mais ce que je vous disais sur l'expérimenter par vous-même, je pense que ça, c'est important. L'observation, tu as absolument raison, et nous, c'est ce qu'on attend des éducateurs aussi, hein, Oui, mais c'est que d'observer par le prisme de la sensorialité, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'il peut bien chercher au niveau de la sensation. Voilà. oui, Nous, nous, les éducateurs, c'est ce qu'ils vont, quand ils vont regarder la situation, ils vont se dire ça aussi. Parce que on a tendance à dire, oui, on a dit 3 fois que c'était interdit, il écoute pas. Mais parce qu'en mm, fait, il disait ce qu'il bien comprend interdit. Mais sinon, est-ce que là, il a pas besoin, il cherche pas quelque chose de plus fort que ce que tu lui dis que c'est interdit. Il sait bien ce que c'est un interdit. Mais là, il a besoin de ça. Donc, c'est un besoin essentiel. Mais je suis d'accord avec toi sur euh, la capacité d'observation, c'est-à-dire juste voir le comportement, pas comme un comportement de provocation, comme un comportement d'immaturité, un comportement il écoute pas bien ce qu'on lui dit, mais essayer d'ouvrir nos chakras sur le fait de dire on observe le comportement par est-ce qu'il ressent quelque chose de particulier quand il fait ça? Est-ce que en termes voilà de sensations dans son corps, hors de son corps, dans ce qu'il perçoit? C'est plutôt oui. ça. Des fois, c'est juste un pas de côté sur la manière dont on observe les choses aussi. Si on voulait regarder sur le prisme de la sensorialité, hein.
Oui, c'est Tout très se important. voilà, tout ne doit pas se regarder comme ça, mais quand on Oui, veut faire ça, déjà, ça donne un regard différent, sur un des comportements d'un enfant. oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça et je crois que c'est là-dessus qu'on a besoin d'avancer dans le milieu ordinaire. C'est, s'habituer, ne pas avoir peur des comportements qui sont inhabituels. Et là, je pense, par exemple, bon, manger des feuilles, c'est un très bon exemple, mais encore qu'on peut trouver quand même les enfants qui mettent tout à la bouche, le sable et cetera. Mais par exemple, cette particularité de lécher les murs. Hein. Et ça, c'est déstabilisant pour les parents, évidemment, et ça, tu l'as souligné tout à l'heure, mais pour les professionnels aussi, c'est déstabilisant. On n'est pas habitué, hein, à ce type d'attitude. Et du coup, voilà, c'est là où tu dis effectivement, regarder par le prisme de la sensorialité, et c'est rassurant, ça vient y mettre un peu de sens, et du coup, ça nous permet de pouvoir l'accompagner, Mmh. vraiment. Oui, je trouve ça assez juste ce que tu dis, parce qu'on aurait vite fait de se dire, cette étrangeté, elle peut être poussée à l'extrême des fois et donc c'est bien de se dire que ça peut être une exploration aussi de la Oui, part de l'enfant ou d'une oui, recherche de sensations, en fait. Parce oui, qu'il y a plein de choses, plein de choses, on n'imagine pas, enfin, tu peux voir plein de choses, sur le prisme de la sensorialité. On a beaucoup d'enfants qui jettent, qui font tomber, oui, qui mélangent tout et oui. mais parce que, on est vraiment dans des recherches, sensorielles. On a des enfants qui sont dans la sensorialité, mais 90 Oui, de leur journée, quoi. Si on les accompagne pas là-dedans et ça prend toute la place. oui, complètement. J'envoie le sondage parce qu'il y a des collègues qui doivent nous quitter. Donc, si vous pouvez, les collègues, en moins d'une minute, répondre à ce petit sondage, c'est très aidant pour nous. Alors, Caroline, on va conclure parce il est 29. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant que moi je fasse une petite conclusion générale. Non, mais voilà, on est sur une unité très spécifique, donc l'idée, c'était de vous la présenter, donc que vous sachiez que ça existe. Après, voilà, sur tout ce qu'on vient de dire sur les moi, ça me le droit à la communication, pour moi, c'est très important, donc je pense donner les outils, aux enfants pour communiquer, c'est essentiel, essentiel. Voir les choses par le prisme de la sensorialité, c'est important aussi, on n'a pas l'habitude de le faire et ne pas juger les parents trop vite. Oui, Voilà, je dirais ça. Je dirais 3 choses. oui. Merci. Merci, Caroline Beau. Il y avait plein de ma place, plein de liens et d'idées et du coup d'ouverture de fenêtres. Alors, et d'idées pour les flashs pratiques suivants. Donc, effectivement, moi, dans les thématiques, là, ressortent la communication, hein, la CA, évidemment. Donc, voilà, j'y pense pour une prochaine thématique de flash pratique pour le prochain semestre. Comportement problème aussi. J'aimerais bien qu'on puisse creuser un peu vos façons de faire. Hein. J'ai entendu là, notamment la coordination des adultes autour d'une même gestion et cette cohérence, on sait comme elle est indispensable, on sait comme elle est difficile, notamment quand on est sur de la situation de crise, sur du comportement qui pose problème, qui met en difficulté les adultes. Du coup, voilà, la cohérence, la cohésion d'équipe. Donc ça, j'aimerais bien. Donc je me le suis noté. L'accompagnement des familles, on est d'accord. Ça, c'est la thématique récurrente et les collègues sur le terrain sont très en demande pour continuer d'affiner leur accompagnement, leur réflexion, continuer à travailler la posture de non-jugement parce qu'en effet, c'est difficile. Pour les structures ordinaires, je crois que la complexité avec l'accompagnement des familles, c'est le nombre. Hein, c'est le nombre. C'est vrai que en crèche ou en accueil de loisirs, du coup, il y a énormément de familles, donc énormément de sollicitations, énormément de situations sont difficiles aussi à appréhender. Donc voilà, donc l'accompagnement des familles, je le note. Je voulais te transmettre, Caroline, que, il y a des collègues qui ont dû nous quitter quelques minutes avant la fin, mais qui ont très, très bien résumé, l'apport de ce flash, les Bastien et Magali qui t'ont remercié en disant que ça ouvrait des pistes de réflexion et de travail autour de l'accompagnement des enfants. Donc on est bien dans cette idée-là, hein, de s'inspirer. Je trouve ça très important vraiment qu'on reste chacun dans notre champ d'intervention avec nos compétences propres. Euh,
Par contre, échanger et s'inspirer les uns des autres, et effectivement, ça rend les accompagnements, plus adéquats. Donc voilà, donc Magali et Bastien, à travers eux, je te renouvelle, mes remerciements, à la fois pour la préparation de ce flash. Donc en effet, je suis venue te voir et la matinée que j'ai passée déjà, ça m'a appris énormément de choses. Là, ce diapo, hein, qui est vraiment, ouais, je t'en remercie parce qu'il est, très bien fait, il est, très précis, et en même temps très synthétique. Et, c'était la thématique des flashs pratiques du semestre précédent, cette mise en commun entre le milieu ordinaire et le médico-social. Là, l'UEMA, c'est la mise en commun avec l'éducation nationale. C'est une grosse institution, on sait que c'est pas rien. Moi, ça me paraît énorme, ce travail de coordination, mais néanmoins qui se fait au jour le jour et un pas après l'autre, j'imagine. J'ai noté cette thématique-là aussi, Caroline, la question de la coordination. Je pense qu'on aurait beaucoup à s'inspirer aussi là. Nous, on est en difficulté en coordination d'équipe, équipe interne, équipe un peu plus large, mais voilà, là, cet exemple d'UMA avec, ce que ça vous demande, j'imagine, d'efforts, de calme, de recul par moment pour pouvoir, mettre en commun les uns les autres à partir de cultures professionnelles différentes, d'institutions différentes, de regards différents, de formations différentes. Je crois que, à partir de l'UEMA, là, on a aussi beaucoup à en tirer en termes d'enseignement. Voilà, Caroline, il y a beaucoup de il est très, Eh très riche, ben, hein. merci d'avoir Mmh. accueilli. Et puis, de toute façon, voilà, pour ceux qui sont sur l'Est, moi, je reste dispo. Enfin, voilà, les coordonnées peuvent passer par Stéphanie, mais l'important pour les familles, en tout cas pour moi, c'est qu'elles puissent faire leur choix, en tout cas, euh, faire leur choix sereinement sur une orientation pour leur enfant. Donc, moi, j'accueille toujours les questions, les demandes des familles aussi. Donc, quand on est enfin, si vous êtes à l'Est et que vous avez connaissance de situation, il ne faut pas hésiter Pas à me faire pas passer mon contact. Oui, en amont de l'accueil, hein, Caroline, c'est ça, hein, pour les familles qui n'ont pas encore, dont les enfants ne sont pas encore à l'UMA, elles peuvent évidemment venir te rencontrer pour un temps d'échange, de réassurance, etc. C'est ça que Si tu dis? si elle le souhaite, ouais. Oui, Si l'UMA est une orientation envisagée, c'est-à-dire qu'il faut déjà que ça ait été travaillé en amont, oui, que ça ait été repéré, qu'il y ait la diagnostic. Enfin voilà, moi je fais pas d'annonce de diagnostic, quoi, hein. J'aime pas trop les appels de, on m'a dit de vous appeler, mais je sais pas trop pourquoi. Voilà, ça non. Mais à partir du moment où tout le monde est au clair sur le travail qu'on fait à l'UMA et le public qu'on accueille, oui, bien sûr, moi je peux accueillir les familles de notre secteur qui ont besoin d'en savoir plus avant de faire une demande éventuellement. et Donc, Caroline, j'ai une question de Laurence là, qui dit: «Comment peut-on transmettre dans les crèches?» On est d'accord qu'on va transmettre l'information de l'existence de l'UMA, ouais, moi, bah, après, je peux te mais faire passer une plaquette et puis ça, voilà. Mais sur mon secteur, à peu près tout le monde nous connaît, mais je peux vous faire passer la plaquette de toute façon de l'UMA. Mais je pense que c'est plutôt, oui, faire connaître l'existence de l'UMA, en fait. Dire il existe, en sachant que il y a tellement peu de place aussi que c'est compliqué parce qu'il ne faut pas faire simplement reposer sur l'UMA. Il faut toujours faire un plan A et un plan B. Il ne faut eh pas faire oui. reposer sur l'UMA tous les espoirs de la famille non plus. Parce que voilà, il y a des années où ben, l'année prochaine j'aurai 4 places, c'est cool, mais il y a des années où j'en aurai qu'une, quoi. Donc, Oui, et puis on n'oublie pas tout le chemin, qui est à parcourir pour les parents avant cette entrée à l'UMA, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on est sur un très court temps, hein, du 0 à 3 ans et pareil, on sera très, très prudent avec les parents, donc là en crèche. C'est pour ça que j'insiste sur l'information de l'existence de l'UMA et non pas, cette information à la va-vite probablement que votre enfant aurait besoin d'une UMA, hein. mmh. On n'est pas à cette place-là en crèche pour effectivement proposer l'orientation, hein. Donc là aussi, la Et nuance est importante. ouais, et puis alors Menton le fait, mais je sais pas où est-ce que c'en est ailleurs dans Oui, le département, mais ils font des GEVA crèches, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignant référent handicap qui vient à la crèche avant l'entrée en petite section pour préparer l'orientation en petite section ou éventuellement l'orientation vers l'UMA. Et donc ça, c'est oui, une bonne pratique, je trouve, qui est assez intéressante en fait, de oui. faire
d'anticiper l'entrée à l'école avec un GEVA crèche, avec l'enseignant référent handicap, du secteur, en fait. Alors, on a Doriane, hein, qui te remercie, Caroline, voilà, c'est très inspirant, non seulement pour les enfants à profil différent, mais surtout pour tous les enfants et ça, c'est vrai que moi, c'est une approche aussi qui me tient à cœur, hein, de pouvoir dire que tous les enfants peuvent bénéficier de ce dont on s'inspire justement au travers de services comme ça plus spécialisés. Doriane dit: «J'aimerais beaucoup que vous nous parliez du partage et des interactions avec l'équipe de l'éducation nationale, les familles pour les enfants ordinaires autour des projets de l'école, Cassin. À bientôt». Oui, Caroline, je pense que, en tous les cas, moi, je vais te réinviter. Alors en ciblant évidemment ma demande et voilà, en la travaillant un petit peu, mais voilà, on a très envie de t'écouter à nouveau et on a beaucoup, beaucoup à en apprendre, en tous les cas, à s'en inspirer pour nos pratiques. OK, je mets fin au sondage et puis mille merci Caroline, vraiment, Bah, merci à vous vraiment. de votre écoute et puis, Merci, ben, donc, bonne continuation et puis voilà, j'espère que ça peut faire avancer aussi un petit peu, c'est certain, chacun dans nos structures. c'est certain. Ça cloisonne, c'est bien. Oui, 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 tout à fait. Merci beaucoup. À très bientôt. Caroline, je reviendrai vers toi si tu Ça le veux bien. marche. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris ce matin et pour la préparation. Ça marche. Voilà. Merci, au revoir. Ciao Caroline. Ciao, ciao. Voilà, les collègues, comme d'habitude, je laisse les derniers se déconnecter. Je vous remercie vraiment, vraiment pour votre présence, pour votre participation. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, pardon, des suggestions. Suite au flash pratique du mois de septembre sur la sensorialité, j'ai eu des photos des salles sensorielles que vous aviez mis en place ou des espaces sensoriels. Vraiment, je vous remercie. Je suis en train de réfléchir sur comment rassembler toutes ces différentes expériences qui se réalisent sur le département et là encore, comment le transmettre. Voilà, pourquoi pas une table ronde autour de ce qui se fait de droite et de gauche dans un flash pratique, je ne sais pas, c'est encore à l'idée de réflexion. Donc là aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir vers moi. Merci à vous, merci Isabelle, Virginie, merci Christelle Mallet, à très bientôt. Maude, merci beaucoup. Dana, merci Sandrine, c'est super. Merci à vous. Voilà, et je mets fin au flash pratique pour aujourd'hui. Bonne journée, au mois prochain. Ciao, ciao.